Donc, je représente donc les personnes. Donc, Lazaro Pesarovic, le président du CLUSIF, tout à fait à votre droite. Éric Fraissinet, le colonel de la gendarmerie nationale, qui vous a présenté un sujet tout à l'heure. Et Hervé Schauer, de Hervé Schauer Consultant. Voilà. Donc, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir. C'est un sujet qui a fait un petit peu débat au sein du CLUSIF, au sein de notre groupe de travail. C'est est-ce qu'on allait parler du chiffrement ou pas du chiffrement. Donc, en fait, ça sera ma première question pour lancer le débat, puis après, on laissera la parole. Donc, on a vu qu'il y avait eu des petites interactions entre la société RSA et la NSA. Bon, la première question, je vais la poser à Hervé, parce que je pense que c'est la bonne personne pour répondre. Hervé, est-ce que la NSA a craqué le SSL ? Alors, est-ce que la NSA a cassé SSL ? Moi, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'algorithme qui a été piégé, enfin, qui est suspecté de piégeage, de toutes les manières, n'est généralement absolument pas intégré dans les implémentations de SSL, donc ça n'a aucun rapport. Beaucoup de gens pensent que la NSA a cassé SSL parce que depuis bien avant Snowden, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont cassé RC4. Donc, sous cet angle-là, tous les consultants qui avaient dit que c'était pas bien AES, CBC, c'est pas bien, il faut retourner à RC4 et ils doivent se mordre les doigts. Donc, effectivement, on peut penser que SSL est cassé. Maintenant, cela dit, franchement, pour ce qu'on fait avec SSL, c'est vraiment le chiffrement du pauvre et du grand public. Donc, c'est pas forcément dramatique. La solution, pour moi, elle est simple, c'est de passer à TLS. Je dis pas qu'ils n'ont pas cassé TLS, mais ça semble peu probable. Et même si TLS se fait vieux, il suffit de passer à TLS pour échapper à ce genre de problème. Maintenant, tous ceux qui ont vraiment des choses à protéger, ils ne se contentent pas d'SSL. D'accord. Alors, dans ce cas-là, ici, il y a beaucoup de responsables de sécurité en entreprise qui ont déployé des solutions. Est-ce qu'on peut continuer à faire confiance aujourd'hui aux solutions de sécurité, aux solutions de chiffrement qui sont déployées dans les entreprises, ou est-ce qu'il faut justement revoir la techno ? Alors, moi, j'ai jamais fait confiance aux solutions de sécurité. Pour ceux qui ne se souviennent pas, j'ai fait un jour un éditorial pour vous expliquer que le seul qui prétendait que les communications étaient chiffrées était simplement le seul qui vous mentait plus gros que les autres, et qu'en réalité, tout son système était conçu pour avoir une coupure chez lui qui lui permettait de conserver tous les messages en clair. Bon. J'ai reçu des pressions, comme quoi j'allais être interdit de séjour dans le pays de cet éditeur, etc. Donc je n'ai jamais fait confiance aux produits. Depuis plus de 20 ans, on sait qu'il y a des clés de recouvrement, des mécanismes de recouvrement dans tous les produits de chiffrement, au minimum par le pays duquel est originaire le produit. Après, à chacun de faire son appréciation des risques. Je pense qu'il y a énormément de cas où on n'a rien à cacher, où on se protège de concurrents et on ne se protège pas d'État, on se protège d'une délinquance comme on en a vu tout à l'heure. Et à partir de là, il faut aussi se rendre compte qu'il vaut mieux chiffrer que de ne pas le faire. Lorsqu'il y a eu les premières interviews de la presse autour de Snowden, oh là là, mon Dieu, etc., moi, ce que j'ai beaucoup répondu, c'est que ceux qui se protègent régulièrement et qui utilisent le chiffrement régulièrement sont extraordinairement minoritaires, et que ce sont ceux qui ont été souvent victimes ou qui sont perpétuellement victimes. Et j'avais cité deux exemples. C'était les associations de défense du Tibet ou les associations de défense des droits des femmes dans les pays musulmans. Et eux, ils font vraiment de la sécurité, ils chiffrent tout, parce que leur PC est sans arrêt attaqué, donc ils font attention à leurs firewalls, à leurs choses comme ça. Et finalement, dans énormément d'entreprises, énormément de PME, il n'y a qu'à voir l'attitude des dirigeants du CAC 40, qui se disent qu'avec un pseudo sur un site de réseau social, ils vont pouvoir échanger en tout anonymat et confidentialité, pour se rendre compte que les entreprises n'appliquent absolument pas les principes de sécurité que pourtant ont réussi à appliquer les associations que j'ai citées. Donc à chacun de bien réfléchir à ce qu'il faut faire et d'agir en conséquence, et donc de sélectionner les moyens de chiffrement qui vont bien en conséquence. D'accord, merci. Sur ce sujet, peut-être que deux intervenants veulent rajouter quelque chose.
Est-ce que Lazzaro a son opinion sur le sujet? C'est plus que sur le sujet pour souligner quelque chose qu'a dit Hervé. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Pour souligner quelque chose qu'a dit Hervé, qui est quand même un très ancien membre de Clusif et de son conseil d'administration. Je veux dire, on est une association de professionnels et nous travaillons tous avec un certain nombre de concepts et de bases. Les premiers, bien sûr, c'est la loi de Murphy, la tartine tombera côté beurre, grâce à la NASA ou grâce à un autre. La question, c'est aussi la gravité que cette tartine tombe côté beurre. Donc, on sait qu'on ne peut faire de la confiance absolue en rien. Un responsable sécurité qui fait une confiance absolue à quoi que ce soit, il n'est pas à sa place. Maintenant, on fait une confiance relative et une confiance rationnelle. Dans cette confiance rationnelle, j'ai inclus l'analyse des risques. Ça veut dire les niveaux de protection que je mettrai à chaque endroit, là où je suis dans les b.a.-ba de la création de Clusif dans plus de 20 ans, dépendront aussi des risques encourus et aussi des opportunités que je dois saisir. Donc, à chaque responsable, à chacun des professionnels, de se dire, de toute façon, je ne saurai jamais si la clé SSL a été cassée ou pas, dans certains endroits, autant que je suppose qu'elle a été effectivement cassée. Maintenant, est-ce que la NSA viendra chez moi? Ça, c'est l'analyse des risques. Ouais. Je vais compléter brièvement. C'est un sujet qui n'est pas évident à aborder au regard de ce qui s'est passé au cours de l'année 2013. Pour nous, la problématique du chiffrement, c'est quelque chose qui évolue tranquillement depuis le début des années 2000 en France, hein, puisque le chiffrement a été libéralisé en France, notamment au début de ces années-là, et ça a un impact concret sur les enquêtes judiciaires. Et en parallèle, il y a un besoin de mieux sécuriser les échanges pour les entreprises, pour les particuliers. Et d'ailleurs, on a vu une prise en compte plus large par les réseaux sociaux, les plateformes de courrier électronique, d'une meilleure utilisation de TLS et du chiffrement de la connexion à ces plateformes par le web au cours de l'année. Ça a un impact sur les enquêtes. Ça veut dire que pour la moindre enquête judiciaire, on peut rencontrer aujourd'hui du chiffrement. Et je ne sais pas ce que peut faire la NSA. Nous, on ne fait pas de magie. Ce chiffrement pose des problèmes concrets. Ça veut dire qu'on doit s'adapter. Ça veut dire qu'on a eu les débats au cours de la LOPSI 2 sur notre capacité à aller chercher de l'information sur l'ordinateur des criminels participant à de la criminalité organisée pour récupérer des informations avant qu'ils les envoient, au moment où ils les reçoivent, etc., à cause de ce type d'utilisation, mais qui sont nécessaires dans l'environnement numérique auquel on est confronté aujourd'hui. Donc c'est une réalité, le chiffrement est nécessaire, et ça a un impact sur les enquêtes auxquelles on doit s'adapter, il faut en être conscient, mais comme toute évolution dans la sécurisation de nos échanges, ça aura aussi le même type d'impact. Nous, on ne fait que le constater, l'accompagner, apporter des réponses et essayer de faire ça dans le respect de la loi, de la proportionnalité, etc. D'accord, merci. Donc, comme on le voit, les cybercriminels ne manquent pas d'outils même pour se protéger. Donc là, on va profiter qu'on a un homme de terrain et qu'il a le micro pour lui poser la question de, en fait, les outils donc des forces de l'ordre que Eric représente. On a parlé tout à l'heure dans le cadre des présentations de Diane Mulnex et puis de Garance Mathias du traité de Budapest, de la coopération entre les États. Dans les faits, dans les actes d'enquête qui sont menés par les forces de police, les forces d'intervention, est-ce que cette coopération entre les États et entre les forces de police, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des bons? Est-ce qu'il y a des mauvais élèves? Tout à l'heure, je crois que c'est Diane qui a cité que sur les 41 pays qui ont adhéré au traité de Budapest, il y en a 36 européens, donc ça veut dire que dans le reste du monde, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un en Asie, le Japon. Alors comment est-ce qu'on peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut courir après les méchants dans ces conditions?
Oui, surtout dans une délinquance qui est de plus en plus internationale, ça se confirme chaque année dans notre panorama. Les outils juridiques, ils existent pour la France et tous ses voisins. On a beaucoup avancé au cours des 20 dernières années et notamment récemment avec la Convention du Conseil de l'Europe, avec le mandat d'arrêt européen qui permet à l'autre bout de l'Europe de faire interpeller des suspects qui ont été identifiés. On a encore des écueils autour de la conservation des données qui n'est pas du tout harmonisée au niveau européen et qui ne permet pas à certains pays très proches de la France de mener des enquêtes judiciaires, de coopérer aux enquêtes judiciaires avec nous. Donc il y a de gros progrès et en même temps des difficultés. Pour ce qui est de la coopération internationale, par exemple, la Convention de Budapest permet de geler les données dans un pays qui est partie à la Convention, y compris aux États-Unis par exemple, mais ensuite il faut pouvoir accéder à ces données. Et cet accès se fait par la coopération dans les enquêtes classiques, sauf urgence vitale et autres. Dans les enquêtes classiques, se fait par la coopération judiciaire traditionnelle qui est encore trop lente pour permettre l'échange et l'accès à ces informations dans des conditions compatibles avec ce que c'est qu'une enquête judiciaire dans le domaine de la cybercriminalité qui a besoin d'aller très vite parce que les preuves, notamment, disparaissent plus rapidement que dans la délinquance plus physique, plus classique. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on a souligné tout à l'heure le fait qu'Europol se réorganisait, le fait qu'Interpol, on n'a pas cité Interpol, mais Interpol est en train de construire à Singapour, c'est intéressant à noter, totalement au niveau de l'Extrême-Orient, un centre d'innovation et d'échange de compétences et qui va piloter une grosse partie de la lutte contre la cybercriminalité au niveau mondial. Donc il y a des évolutions et des dispositifs qui se mettent en place, c'est une bonne chose. D'ici le début du mois de février environ, sera remis au gouvernement un rapport du groupe de travail interministériel sur la cybercriminalité. Les travaux ont fini et là on est dans la phase de rédaction de ce rapport. Il y aura des propositions pour encore améliorer les choses et pas uniquement sur le plan juridique, sur le plan procédural et autres, mais aussi sur la façon dont on coopère, dont on s'organise et pour s'adapter à toutes ces problématiques-là. Donc en résumé, il y a une partie de la réponse. Au niveau international, il y a encore des progrès à faire et c'est souvent avec d'autres pays et la coopération judiciaire est un peu lente. Il y a des progrès à l'international, mais il y a encore du boulot. Alors merci. Je vois qu'Hervé Piaf pour répondre. Non, sur le même sujet, je pense que les révélations d'Edward Snowden pourraient avoir des conséquences négatives. Aujourd'hui, les preuves numériques commencent à être de plus en plus acceptées, surtout dans des affaires qui ne sont pas du tout numériques. Et en tant qu'expert judiciaire, beaucoup de gens retrouvent des SMS effacés, des données effacées sur un ordiphone, sur un téléphone, et donc affirment noir sur blanc aux magistrats, il n'y a pas de doute, voilà. Et finalement, quand les propriétaires des ordiphones ou des téléphones sont des gens dont les activités industrielles, financières ne sont pas incompatibles avec un intérêt de la NSA pour eux, eh bien, on va avoir des avocats qui vont invoquer le fait ah, mais monsieur, le BIOS de l'ordinateur de mon client était infecté par un outil d'intrusion et d'espionnage de la NSA, ou la SD card ou l'ordiphone de mon client était infecté par la NSA. Je conteste ce rapport d'expertise. Et ça ne peut être que très, très, très négatif pour la validité des preuves numériques qu'on a mis une éternité en France à faire passer auprès des magistrats. Donc ça, peut-être, ça fait un peu peur. Du coup, je vais réagir rapidement. C'est une table ronde, on réagit ? Oui, oui. Et puis, il y a peut-être des réactions à la salle. C'est un vieux problème, ça, Hervé, en fait. Depuis toujours, on sait que la preuve numérique n'est pas l'alpha et l'oméga de la preuve. C'est comme l'ADN. Elle doit être questionnée et jamais, en tout cas nous, on affirmera dans un rapport que parce qu'il y a marqué 0 ou 1 à tel endroit, ça veut dire que telle personne a écrit 0 ou 1.
Ça veut juste dire qu'il y a écrit 0 ou 1 à cet endroit-là d'une mémoire. Ça n'a pas de conséquences sur ce qui s'est passé avant. En revanche, une preuve numérique, juste pour donner un exemple, n'est jamais toute seule. Il y a un environnement, il y a des témoignages, il y a des personnes, il y a les mêmes preuves à d'autres endroits où il y a des preuves concordantes. Donc effectivement, quand tu as un élément de preuve à un seul endroit, tu dois te poser des questions. Quand tu as 50 endroits, ça correspond à la même chose. Quand tu as des témoins, quand ça correspond avec l'emploi du temps de la personne, quand la personne a expliqué ce qu'elle a fait, ça prouve au juge que quand même il y a une certaine véracité des faits. Mais effectivement, il faut se poser des questions. Et ça, c'est un des arguments, mais on l'avait déjà pris en compte depuis des lustres. On nous pose des questions sur est-ce qu'il y a pu y avoir un virus qui a téléchargé des images pédopornographiques sur l'ordinateur de mon client. Oui, bien sûr, mais le virus ne s'est pas amusé à classer les images par catégorie, par classe d'âge, etc. Peut-être, hein, mais voilà. Donc, oui, c'est des paramètres à prendre en compte, mais je ne pense pas que ce sera dramatique. Ça prouve qu'il y a juste une évolution positive de l'appréhension de ces questions et qu'on se pose enfin des vraies questions face à la preuve numérique. Et voilà, je m'en félicite en réalité. Merci. Donc, s'il y a une question dans la salle, on va la prendre maintenant. Donc, quelqu'un? Non, personne? Bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai une autre question. Alors, c'est une question en fait qui démarre un petit peu comme un cocorico, une victoire commerciale française. On a appris l'année dernière qu'une société française qui s'appelle Vupen a passé un contrat avec la NSA. Donc, on pourrait s'en réjouir. Sauf qu'en fait, c'était pas pour un contrat, c'était pas de l'agroalimentaire, c'était pas du nucléaire. C'était notre produit qui est relativement sensible. Donc, c'était vendait des vulnérabilités à la NSA. Donc, vendait des 0D, on va dire, pour faire très très court. Donc en fait on s'est interrogé, nous, est-ce que vente de 0D, est-ce que c'est une marchandise comme une autre? Alors là on nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied parce que donc le gouvernement a réagi début décembre et le ministère du redressement productif a annoncé que en fait il y avait besoin d'une déclaration préalable auprès de l'État avant de pouvoir exporter dans certains pays des produits de surveillance réseau, etc. Ça s'appelle l'arrangement de Wassenaar. Donc en fait, c'est un règlement qui contrôle la vente des armes et la vente de produits maintenant de sécurité. Donc je voulais avoir un petit peu l'opinion de nos experts ici sur ce type de produits et sur cette disposition, ce que vous en pensiez, si vous aviez envie de réagir. Moi, si la NSA m'achète des prestations en sécurité, je vends et je le dis à personne. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même d'essayer d'être rentable et si la NSA elle paye bien, elle sera prioritaire sur ceux qui n'ont pas les moyens de payer. D'accord. Maintenant, sur le fond, je pense que finalement, ceux qui ont fait en sorte que ce type d'industrie existe en France ont eu raison. On s'aperçoit que c'est un élément clé de la cyberguerre en cours. Et les Américains ont interdit les sociétés américaines de vendre leurs 0D à l'étranger. Donc, je pense qu'en Europe, il faut qu'il y ait ce type d'industrie. Qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? Une fois que ça existe, c'est trop tard pour se lamenter. Oh mais mon Dieu, c'est mal, c'est mauvais. Donc, c'est du business, hein, c'est tout. Bon, c'est bien. Je suis bien content. Je pense aussi que c'est assez dur de refuser de vendre à la NSA. Hein. Enfin, je veux dire, tu refuses pas de vendre à la NSA. Hein. D'accord. Je vois que c'est un sujet qui a pas l'air, qui a l'air un petit peu compliqué. Donc c'est pas grave. Donc on va aborder un sujet, on va dire peut-être plus consensuel. Toujours pas de questions? Bonjour. Vous m'entendez, hein?
Oui, il y a une prédiction qui est déjà avérée pour 2014, c'est que le 8 avril, il y a la fin du support Windows XP. Je voulais savoir si pour vous, ça va être un vrai sujet et quelque chose dont on parlera l'année prochaine, ou ça risque d'être un non-sujet, parce que finalement, ça ne sera pas porteur de menaces supplémentaires. Qui veut répondre? Oui, je ne sais pas s'il va être un vrai sujet. Pour beaucoup d'entreprises, ça va être un vrai coût. Maintenant, faut-il assumer ce coût? Microsoft a droit de décider, dans la limite des conditions contractuelles qu'il a établies avec ses clients, de décider la fin de vie de la maintenance d'un produit. Ils avaient une pratique jusqu'à là qui n'est pas laissé tomber même les produits qui n'étaient pas maintenus par Microsoft. Il essayait quand même de donner des patchs de sécurité. Cette pratique a diminué. L'annonce de Microsoft est tout à fait légale. Ils ont tout à fait le droit de le faire. Pour moi, je ne vois pas comment une entreprise pourrait ne pas faire un plan d'abandon de XP. Je veux dire par là, quand vous avez quelque chose qui n'est pas maintenu et vous n'avez pas un remède légal pour le faire maintenir, vous êtes obligé d'en tirer la conséquence. Et là, les conséquences sont très importantes en question de sécurité. Personne ne m'accusera d'être l'avocat de Microsoft. J'étais plutôt le procureur contre eux. Là, l'opération elle est normale, légale, et l'entreprise doit se protéger. Et comme elle doit se protéger, il n'est pas question de laisser exposer de matériel que, comme vous avez vu, l'intérieur de l'entreprise devient aussi exposé que l'extérieur de l'entreprise. Vous êtes bien obligé à prendre les mesures nécessaires pour la protection. Après, on peut discuter dans les journaux, sortir des articles, etc. Mais je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Alors, il y a encore une autre question. Je vais rajouter un petit truc. Ah, d'accord. Oui, ça va être important. Je pense que c'est plus dans les organisations, parce que du côté du grand public, beaucoup qui ont acheté des ordinateurs depuis moins de 5 ans ont quand même des systèmes d'exploitation plus récents, donc ne vont pas être face à ce problème. Et dans les entreprises, le problème se pose différemment, puisqu'il n'y a pas que la migration de l'OS, effectivement, il y a toutes les applications qui vont avec, et les problèmes de compatibilité. Au ministère de l'Intérieur, il y a un plan qui a été mis en place, et on aura complètement migré avant le mois d'avril. Vu ce qu'on observe sur les virus, ça, juste pour répéter le point de votre question quand même, c'est très important qu'il y ait cette migration, sinon on n'aura plus l'appui de Microsoft pour lutter contre ce type de menaces, puisqu'ils ne vont plus prendre en compte les mises à jour, la détection des incidents de sécurité sur les postes de travail concernés. Donc c'est important qu'il y ait une migration, sinon s'il y a des parcs entiers qui sont encore équipés, ils auront des gros problèmes, ou en tout cas des gros risques. Ils risquent de devoir payer peut-être des primes d'assurance plus importantes. Enfin, faut quand même se poser sérieusement la question et réduire le périmètre du risque à là où c'est absolument nécessaire. Il y a encore quelques endroits où c'est absolument nécessaire d'utiliser ça pour pouvoir faire tourner une application. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de difficultés. Non, mais soyez réalistes, il y a des parcs absolument immenses et entiers de Windows XP qui ne bougeront pas. Il y a des Windows NP dans des appareils biomédicaux, dans des guichets automatiques bancaires, dans une quantité de systèmes industriels absolument invraisemblables. Bon, de toute façon, c'est des systèmes sur lesquels il n'y avait pas de correctifs de sécurité et généralement pas d'antivirus. Donc, qu'est-ce que ça peut faire ? Et puis, voilà, on est dans un environnement d'une vulnérabilité absolument invraisemblable. Et on a beau montrer chaque année les accidents ou les intrusions, on garde, il y a une pérennité finalement très importante en informatique, hein, et il y a beaucoup de vieux ordinateurs qui tournent toujours en production, y compris dans la production d'énergie, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Non, mais ce qu'il faut faire est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que quand on a un système critique,
s'il est interconnecté et qu'il a quelque chose de programmable, il est mort. Donc, il faut revenir à des mises à jour sur site, sans connexion réseau, avec quelqu'un qui vient physiquement. Ou si on a un système connecté, parce que pour beaucoup de choses, il faut être connecté, hein, plein de systèmes ne peuvent pas fonctionner, par exemple, sans la météo. Eh bien, à ce moment-là, il faut avoir des systèmes passifs qui ne sont pas programmables. Et on reviendra à ça pour tout ce qui est critique, parce que je vous assure que humainement, on ne pourra jamais s'en sortir à partir du moment où le système est programmable. Aujourd'hui, tous les composants électroniques commencent à être compromis. Hein. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez au-dessus, etc. C'est dans les composants électroniques que sont les portes dérobées. À partir de là, tout système programmable, c'est foutu. Il n'y a pas de solution. En attendant aujourd'hui, comme c'est des systèmes sur étagère faits pas cher, ils sont faits avec des vieux Windows pour beaucoup, ils durent 10, 15 ans, donc oui, il y a toujours Windows dedans, et il y aura toujours Windows dedans dans longtemps. D'accord, merci. Je vais rebondir très rapidement sur une petite question Twitter qu'on a vu passer tout à l'heure avec Jérôme, mais en fait ça s'adresse... J'ai envie que ce soit lui qui réponde parce que c'est lui, monsieur Scada, chez nous. C'est 2014, donc c'est une question qui a été posée par une des personnes qui nous suivait. 2014, est-ce que ça sera l'année des SCADA? Et est-ce que donc une réponse courte parce qu'après on a encore une petite question, on a encore une question en salle. Et la question Twitter, c'est pas moi, c'est est-ce que les dispositions de l'ANSSI prises par l'ANSSI sont suffisantes? Merci pour la question. Alors, est-ce que 2014 sera l'année des SCADA? Je pense que ça fait quand même quelques années qu'on parle de l'année des SCADA. C'est vrai qu'il devrait y avoir la publication prochaine de documents issus de la NSSI. Il y en avait déjà qui étaient sortis, mais il y en a des nouveaux qui vont aller plus loin dans des niveaux d'exigence qui devraient s'appliquer au moins aux infrastructures vitales appuyées par le mécanisme de la loi de programmation militaire dont on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que ça va sortir en 2014, les documents? Oui. L'application, l'ANSSI en parlera beaucoup mieux que moi, mais je pense que ça va s'étaler un petit peu dans le temps. Donc clairement, le sujet SCADA va être un sujet d'actualité, au moins, je pense, sur 2014, 2015 et 2016, parce que on voit bien que c'est un sujet sur lequel il y a encore énormément à construire, énormément à inventer de solutions pour à la fois ne pas faire tomber les process industriels, avoir quand même de la souplesse et les économies qui sont attendues par les industriels, et en même temps amener un niveau de sécurité qui aujourd'hui est vraiment loin d'être là. Donc il y a vraiment de la réflexion et je pense que toute la communauté sécurité sur ce biais-là a encore des choses à faire. Voilà. Merci Jérôme. Donc je me dirige vite fait vers la dernière question en salle. Je voulais ajouter un petit point concernant la question de monsieur sur le support de Windows XP. Microsoft a annoncé hier soir, et c'est sur notre site, vous pouvez le voir, que le support sécurité de Windows XP était étendu jusqu'au 14 juillet 2015. Donc les signatures anti-malware seront prolongées jusqu'au 14 juillet 2015. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, mais c'est une information que je voulais vous donner. Donc je me tourne vers le chef d'orchestre. On arrête là pour les questions ou on a encore... Il y a un événement quand même cette année qui, moi, m'a beaucoup touché. C'est un accident, donc c'est pas quelque chose de cybercriminel, mais qui a affecté énormément de personnes. Il y a juste un an, pour ceux qui ne se souviennent pas, un samedi matin à 7h50, le courant a été coupé. Alors, il a été coupé, c'est pas passé au journal de 20h, c'est juste passé chez LCI. Il a été coupé à Levallois-Perret et à Neuilly-sur-Seine. Alors après, réfléchissez, qu'est-ce qu'il y a à Levallois-Perret et qu'est-ce qu'il y a à Neuilly-sur-Seine? Non, il y a des établissements importants pour la France. Il y a des établissements très importants pour la France. Donc cette coupure est simplement due à un incendie, mais ce qui est intéressant, c'est la gestion de la coupure. Or, le téléphone qui est marqué sur vos factures indiquait que le courant allait être rétabli rapidement. Il indiquait encore ça à 10h, à 11h, à midi. Bon, tout le monde était sorti dehors puisque sans électricité, il n'y a plus de chauffage. Le chauffage au gaz fonctionne à l'électricité. Et donc, il faisait tellement froid dans les maisons que tout le monde sortait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 3 à 4 heures de l'après-midi, on voit les camions de RDF
qui produisent du courant avec des gros générateurs sur du gasoil arriver à Levallois. Et là, on se dit, tiens, ça a été coupé à 7h50, c'est à 4h de l'après-midi qu'ils arrivent avec les gyrophares, mais où donc étaient les camions? Et là, on se pose la question sur la DNS, la Directive nationale de sécurité de RDF. Le vrai bug, c'est la mauvaise communication sur le répondeur, parce que le centre commercial a gardé tout son personnel. Il a été même victime d'un cambriolage à 12h30, puisque les cambrioleurs s'étaient dit, bon, là, il n'y aura plus de batterie dans les systèmes de sécurité. Ils avaient raison. Or, le seul endroit où il y avait une bonne communication, c'était sur Facebook. Il fallait avoir l'idée d'aller sur Facebook, ce qui était faisable avec tout téléphone qui, lui, fonctionnait très bien. Tous les opérateurs de téléphonie ont 2 jours de batterie, donc ça marchait bien. Et derrière, il y a quand même 10% des gens qui n'ont pas eu de courant au bout des 24 heures, parce qu'à 8h30 du soir, ils avaient réussi à rebrancher tout le monde avec les groupes électrogènes. Et pour 10% des gens, ça ne marche pas, et ils ont eu le courant que le lundi matin. Donc 2 jours quand même sans courant à Levallois-Perret et à Neuilly-sur-Seine, sachant que dès qu'il y a 3000 personnes qui n'ont plus de courant au fin fond de la Creuse, on le sait au journal de 20h, oui, ça a quand même touché beaucoup de gens. Il y a des centres de secours, il y a vraiment beaucoup d'informatique à Levallois-Perret, outre que ça a affecté les congélateurs. Eh bien, ça, je peux vous dire, ça a été un gros accident, et sans doute le plus gros pour moi, de l'année 2013. Merci Hervé. Donc on va... C'est à 2 doigts de couper le micro aussi, c'est pas grave. On va remercier tous les intervenants qui ont rendu cet événement possible. Merci à vous d'être venus. Donc une dernière épreuve, mais je pense que ça sera ni long ni désagréable, avant de pouvoir vous diriger vers le bar et au fond de la salle. On va accueillir donc David Groot de McAfee France, qui est le 5e sponsor du Clusif à s'exprimer cette année, sur le cycle de conférence 2013-2014. Sachez que sans nos sponsors, on ne pourrait pas faire ce type d'événement, parce qu'ils nous apportent un soutien financier qui est juste indispensable pour nous. Le Clusif ne vit que par les cotisations de ses adhérents qui permettent de faire fonctionner l'association, les locaux, etc. Et pour la partie conférence, la vidéo, etc. Et puis le champagne. Donc là, on a des sponsors. Donc merci à eux. Ce soir à 18h, dans 5 minutes, se terminera le contrat avec nos sponsors sur la saison. Donc si vous voulez être l'année prochaine à la place de David et faire un petit speech et puis nous supporter, en tout cas nous aider, venez me voir et puis ça sera avec plaisir qu'on aura de nouveaux sponsors en 2014. Voilà, donc merci à tout le monde et puis donc je cède la parole à David. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer vraiment de condenser mes 5 minutes en moins de 45 secondes, 1 minute, parce que je pense que tout le monde a très chaud et qu'on pourra continuer à discuter autour du cocktail. Très rapidement, je représente la société Intel Security avec la marque McAfee. Aujourd'hui, Intel Security Group représente un ensemble de marques comprenant McAfee et Stunsoft depuis le 1er janvier, qui va gentiment disparaître en tant que marque et incorporer le branding McAfee d'ici le mois de février. On représente aujourd'hui à peu près 10 000 personnes dans le monde dédiées à la sécurité. Pourquoi Intel derrière nous? Tout simplement parce qu'on l'a vu, en face de nous, l'industrialisation des process fait qu'aujourd'hui, la sécurité doit aussi s'industrialiser. Et on travaille énormément sur la mise en place de standards, de grands standards de sécurité pour essayer de faire devenir ça de plus en plus industriel et de plus en plus rentable d'un point de vue économique pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous devez lutter contre de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. Et le seul moyen qui va être crédible dans l'avenir, même si le mot fait peur, c'est l'automatisation des process de sécurité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre objectif. Et j'en arrêterai là-dessus pour la partie présentation de la structure. Le deuxième point, c'est pourquoi le Clusif. Je pense que l'après-midi qu'on vient de passer résume à elle toute seule l'intérêt de participer au Clusif, riche en enseignements, riche en participation, une capacité d'échanger avec énormément de profils journalistiques, du terrain, d'autres éditeurs,
des éléments plus neutres, étatiques ou gouvernementaux. Donc notre intérêt aujourd'hui et notre volonté, c'est de continuer à participer, de continuer à travailler dans les groupes de travail et à venir apporter notre pierre à l'édifice. Donc merci beaucoup et bon cocktail à vous tous.